Les Yamba. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bon, j'avais demandé un petit peu sur quel sujet il voulait qu'on discute. Et j'avais noté donc comment accueillir une grossesse quand ce n'est pas prévu. Et la deuxième thématique, c'était comment ne pas désespérer quand Dieu ne nous répond pas. D'accord. Le silence en fait de Dieu. Du coup, on aborde quelle thématique? Du coup, je leur ai fait demander, il y a quand même plus de réponses sur la grossesse. On va commencer par la grossesse, puis peut-être qu'on fera la deuxième en bonus pour la semaine d'après. On verra. Ok. Ok. Ça marche. Donc, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que... on est concerné. On est concerné. On parle que de ce qui nous parle, personnellement. Et c'est vrai que ce 5e bébé, cette 5e grossesse n'était pas prévue dans les équations, en tout cas dans nos équations. Ouais, c'était pas du tout prévu. Et ça a été un petit challenge pour l'accepter, pour l'accueillir, et puis pour digérer aussi. Commençons par le début déjà. Comment on a accepté les grossesses de nos enfants. Oui. Je pense que c'est un bon début de commencer par là. En 2017, on a eu... non, avant ça. On va remonter même plus loin. Ouais. Tout mon parcours. Ouais, parce que toi, t'as un parcours où on peut parler... T'as des éléments de quoi parler, on va dire. Ouais. Malheureusement, mais aujourd'hui, on peut en parler. Je te laisse commencer. Ok. Alors, on s'est rencontrés avec Amos en 2013, comme vous avez pu voir la vidéo de notre rencontre. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez toujours aller la regarder. Mais très vite, on se met ensemble et ensuite, je vais très vite tomber enceinte. Enfin, très vite. 2 ans après. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Et donc, du coup... c'est très dur pour moi, mais toi tu vas pas du tout l'accepter. Ouais, je vais pas l'accepter parce que premièrement, moi je voulais avoir un enfant dans le cadre du mariage. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas mariés. Ouais, tu m'as coupé. Ouais, pour une fois, c'est toi. C'était moi cette partie-là. Je rigole. Mais on n'est pas mariés. Du coup, pour moi, c'était hors de question d'avoir un enfant hormis dans le cadre du mariage. Alors. Puis au-delà de ça, j'avais peur aussi de la paternité. C'est surtout ça. Hein. J'avais très peur de la paternité. Je le disais pas, mais voilà, c'était quelque chose où je me voyais tellement pas prêt psychologiquement ou même sur l'aspect financier. Parce que je m'étais un petit peu mis des étapes dans la tête. Je me dirais, quand j'aurai un enfant ou quand je me marierai, j'aurai tant sur le compte pour pouvoir préparer mon mariage. Et en fait, il y avait beaucoup d'étapes que j'avais mis en place dans ma tête, que je voulais qu'ils soient déjà ouverts avant d'avoir un enfant. Du coup, malheureusement, je vais être... Toi, tu voulais garder l'enfant. Et moi, c'était hors de question, j'avais trop peur, je vais te faire avorter. Enfin, je te mets un ultimatum, en gros, clairement, c'est soit on se sépare, soit t'avortes et on est ensemble, soit on se sépare et je te quitte si tu veux pas avorter, quoi. Clairement. Notre premier avortement, je m'en rappelle, où t'étais quand même présent et triste de le faire, parce que tu savais ce que ça représentait, mais... Enfin, tu savais oui et non. Je savais pas ce que ça représentait. Mais tu savais que ça m'attristait de te voir triste. C'est ça. Et donc du coup, je l'ai vécu difficilement parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Mais le plus dur va être le deuxième, parce que là, t'étais différent et absent. Je pense que c'était trop pour toi. Un deuxième fois un avortement, et donc du coup là tu m'as laissé un petit peu encore cet ultimatum et tu m'as laissé seule. C'est vrai, et je le vis très difficilement parce que déjà à cette époque-là j'avais du mal à mettre les mots sur les choses. C'était très compliqué pour moi d'exprimer ce que je ressentais au fond de moi. J'ai su encore une deuxième déception où je voyais que dans tes yeux t'étais déçu.
Et moi, j'avais encore cette peur qui était encore bien présente, qui prenait le dessus, en fait. Et ça me faisait mal de te faire mal, de te faire culpabiliser encore une fois de plus. Mais là, j'étais absent parce que, je me disais, je sais que j'ai déjà vécu ça, je t'ai déjà fait mal, mais c'était plus grand que moi, en fait. Ouais, c'était trop. C'était ma situation qui faisait que j'étais comme paralysé de la situation. Et j'étais fuyant, en fait. J'étais fuyant, je voulais pas assumer. Je prenais pas mon rôle d'homme à ce moment-là. Clairement, je prenais pas mon rôle d'homme. Et il y avait ce truc-là où, pour moi, c'était un peu de ta faute, dans le sens où c'est vrai que quand on couche ensemble, pour moi, ce qui est dans ton corps, tu es responsable de ce qui est dans ton corps. J'avais quand même, on était en couple, mais j'étais... Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la première fois, je suis tombée enceinte sous pilule, et la deuxième fois sous implant. Donc la deuxième fois, une pilule, on peut se dire qu'on l'a oubliée, ça peut arriver, mais l'implant, bon, les deux ne sont pas bons, mais l'implant, c'est quand même en moi, donc il n'y avait pas d'oubli possible. Voilà, pour mais moi, malgré tout, c'était quand même pour toi de ma faute. Oui, c'était de ta faute parce que je l'ai pris aussi comme une trahison. Genre, je me dis, c'est quand même bizarre ça. Normalement, l'implant, il y a zéro risque que toutes ces choses-là. Puis là, tu as tout ça, ça me paraissait quand même trop gros. J'utilisais ça comme prétexte en fait pour pas assumer non plus et me cacher derrière ça. Et du coup, fuyant, j'étais comme un lâche. J'étais pas soutenu dans ce deuxième avortement-là. Puis après, tu vas faire une fausse couche. Ouais. Tu vas retomber encore enceinte. Je retombe encore enceinte et je fais une fausse couche. Non. Mais en fait, à ce moment-là... Je fais une fausse couche et c'était avant d'arriver sur Annecy. Voilà, mais quand tu tombes enceinte, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, j'étais tellement tétanisé, paralysé, et je voyais que ça faisait déjà 2 fois que je t'avais fait souffrir. Je te disais avec la bouche, ouais, ok, je veux bien qu'on le garde, cet enfant-là. Mais j'avais tellement peur, et ma peur, je le disais à personne, et je me rappelle très bien parce que j'étais parti manger au KFC avec mon père, et je devais lui dire que tu étais enceinte. J'ai pas eu le courage de lui dire. Là, je m'en rappelle. J'ai pas eu le courage de lui dire. On a parlé de tout et de rien. Et c'était la première fois que j'avais vraiment un moment... un cœur à cœur. Un cœur à cœur avec mon père. Je me rappelle très bien. Et j'en avais jamais eu avant. Mais j'avais voulu avoir ce moment-là avec lui pour pouvoir lui parler en tant que son fils qui est devenu un homme et qui s'apprête à rentrer dans la paternité. Mais j'ai pas eu ce courage-là de le dire à mon père. Puis je suis rentré bredouille et je le disais à personne non plus que j'avais peur. Et quand tu fais une fausse couche, malheureusement, je le disais pas, mais j'étais heureux en fait. J'étais content qu'il y ait cette fausse couche-là parce que je me disais, ah ouf, merci mon Dieu. Parce que cet enfant-là, je le voulais pas et j'étais encore pas prêt. Et je voulais pas passer pour un monstre non plus. Et la situation m'arrangeait en fait. Mais j'étais présent quand même pour t'accompagner dans ta tristesse. T'avais été présent. C'est vrai que même si, en fait, dans ces situations-là, moi j'avais l'impression, je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas pourquoi là tu voulais bien, pourquoi, et j'avais même douté de toi, moi du coup à ce moment-là, si t'avais pas prié justement pour que ça arrive, parce que je me rappellerai toute ma vie quand t'es rentrée, tu m'as dit j'ai pas réussi à lui dire à ton père. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et c'est vrai que j'en avais gros sur la patate à ce moment-là. Et surtout que moi, mon désir et mon rêve, c'était de fonder ma famille, d'avoir un enfant. C'était waouh, ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et si je pouvais réussir ça dans ma vie, à ce moment-là, bien que j'étais chrétienne, de toute façon, on péchait. On consommait notre amour sans le mariage. Donc à partir de là, on n'était pas dans les plans de Dieu. Après, il faut dire aussi, c'est que alors je vais pas dire le mot emprise parce que c'est un grand mot, mais tu savais bien jouer avec la manipulation et le contrôle, et du coup tu savais que si tu me disais d'avorter sinon tu me perdais, je t'idolâtrais tellement, t'étais tellement au-dessus
que en fait, tu savais que j'allais le faire, bien que c'était mon rêve et que c'était une envie pour moi d'avoir une famille avec toi. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais dans le moment même, j'étais pas dans ce truc-là où je me disais, je sais qu'elle est complètement folle de moi. Oui. Mais moi, je regardais plutôt à mes peurs, en fait. Moi, à mes peurs et à mes craintes qui prenaient le dessus. J'étais pas dans ce truc-là où calculateur en me disant... Pas sur ces domaines-là. Tu as été sur d'autres domaines. Sur d'autres choses. Mais pas sur ce domaine-là. Mais moi, je le ressentais quand même un peu comme ça, après, avec le recul. Ah ouais? Parce que moi, c'était pas comme ça que je voyais les choses, justement. Moi, c'était plutôt ma peur de devenir papa, ma peur de voir une vie qui arrive et de devoir l'assumer, sachant qu'à ce moment-là, on n'avait pas forcément de situation. Moi, j'étais en année de BTS à ce moment-là. Donc, il y a tout ce processus-là. Et toi, tu étais en année de bac. Donc c'est très compliqué de se projeter, de se dire on est jeune, comment on va faire, il y a les études qui sont là, on n'a pas cette stabilité là, même financièrement on avait des jobs étudiants, donc c'était très compliqué. Moi j'avais vraiment tout cet aspect là un peu on va dire logistique qui pesait aussi, en plus que j'avais peur d'être papa. Mais ce que tu dis, c'est typiquement très masculin et je pense que même beaucoup d'hommes peuvent se reconnaître dans ce que tu dis parce que là, alors en effet, la situation n'était pas la plus idéale, mais en fait, il n'y aura jamais de situation plus idéale et on le voit là même avec le 5e, alors je spoil un petit peu, mais en fait, on est toujours dans cette, surtout en tant qu'homme, je trouve que l'homme, en fait, le naturel revient au galop à ce moment-là, celui qui doit prendre soin, celui qui doit mettre en sécurité sa famille, en fait c'est sa priorité et du coup c'est sa crainte. Bah oui, parce que aussi je me voyais comme le pourvoyeur et c'est quelque chose ça faisait partie de mon éducation. Un homme c'est celui qui pourvoit aux besoins de sa femme, de ses enfants et tout ça. Un mari, un gars il doit avoir les épaules assez solides et larges pour pouvoir tout englober, que ce soit l'aspect financier ou tout risque qui peut arriver, tout imprévu. Et moi, cet imprévu-là, j'avais pas assez les épaules larges, du moins, je croyais, dans ma tête, j'avais pas les épaules assez larges pour pouvoir être assez responsable pour encaisser tout ça. Donc, oui, mes craintes et mes peurs parlaient plus fort que tout autre esprit de manipulation ou ah oui, non, de vouloir... C'est certain, mais moi c'était avec le recul, je me suis dit, c'était bien des années après, je m'étais dit en fait il en a même profité, j'étais tellement folle de lui qu'il profitait de ce moment-là pour... il savait, donc du coup c'était facile de dire c'est soit moi, soit le bébé et tu savais que j'allais pertinemment te choisir toi. Je peux comprendre parce que effectivement, en vue de ton passé et cette envie d'être maman, de construire très rapidement ta famille, ton foyer, sachant que toi, tu as manqué dans ta jeunesse de ce cadre sécure, et à ce moment-là, j'étais aussi une sécurité pour toi. Totalement. Donc, du coup, je vais faire ma fausse couche. Oui. Donc 2 avortements, une fausse couche. On déménage sur Annecy, et ça sera la vidéo de notre témoignage qui viendra plus tard. Et sur Annecy, je tombe enceinte on déménage sur Aix-les-Bains. Oui. Parce qu'on n'est pas arrivé tout de suite à Annecy. Et je tombe enceinte de Lorena. Et tu tombes enceinte de Lorena, et quand tu me l'annonces, retour dans mes traumas, j'ai hyper peur. Sauf que là... Tu veux pas me le montrer? Je te voyais tellement heureuse parce que je t'avais fait... Quand tu avais fait la fausse couche, je t'avais fait la promesse de plus jamais, parce que je te voyais tellement triste, je t'ai dit plus jamais je te ferai avorter. Et quand tu m'annonces la grossesse de Lorena, je suis complètement tétanisé, mais je vois que tu es heureuse parce que tu t'es accrochée à la promesse que je t'ai faite de plus jamais je te ferai avorter. Mais je te voyais tellement heureuse que j'ai fait un peu le poker face. J'ai rien laissé transparaître. Et j'ai partagé ce moment de joie et de bonheur avec toi, tout en étant complètement au fond de moi inquiet, apeuré de la situation, parce qu'on venait d'avoir nos premiers CDI, notre premier 35 heures, si je peux le dire comme ça. Et il y avait quand même, sur l'aspect financier, cette sécurité-là.
où il y avait quand même un rythme de vie qui était quand même bien équilibré. Mais j'avais quand même peur. Et puis on n'était toujours pas mariés. On n'était toujours pas mariés, on n'était toujours pas dans le cadre du mariage. Donc il y avait toutes ces peurs-là qui venaient un petit peu, ces inquiétudes-là qui venaient. C'est ça. Donc, pendant 9 mois, c'était très compliqué pour moi, intérieurement. Parce qu'encore une fois de plus, à ce moment-là, j'arrivais pas à mettre les mots sur les choses. Et il y a 9 mois, et au bout des 9 mois, c'est pas juste 9 mois comme ça où au début j'avais beaucoup de mal. Jusqu'aux 6 mois, je me disais, ah ça va, c'est pas tout de suite, c'est dans longtemps. Puis quand on a commencé à préparer la chambre de bébé, acheter les vêtements et toutes ces choses-là, je commençais un petit peu plus à conscientiser que en fait, il y a une vie qui va arriver et que mon quotidien va être bouleversé. Et en fait, si Dieu, avec du recul, si Dieu en fait il met 9 mois de grossesse, c'est pas juste 9 mois le temps que les membres du bébé se construisent, que le bébé se construit à l'intérieur du ventre de la maman. C'est aussi 9 mois de préparation aussi pour nous les hommes, psychologiquement, pour se préparer pour l'acceptation ou la préparation de la venue de l'enfant. Et moi... Mais t'étais quand même investi en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais t'avais fait les cours de préparation à l'accouchement avec moi, enfin t'avais été, je pense que t'avais tout fait aussi pour te préparer, et spirituellement, mais et aussi concrètement. Justement, ça m'a aidé ça, d'avoir été présent, d'avoir été là et tout pour voir, qu'on m'expliquait un petit peu, parce que moi j'avais plein de questionnements et surtout j'avais beaucoup de peur et de crainte du style... Je sais déjà ce que tu vas dire. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et je t'en parlais en plus de ça. Un bébé, son doigt de pied le gratte, le bébé tu lui mets un biberon dans la bouche. Si le bébé il est malade, comment tu sais, il parle pas. Ouais. Tu le portes dans tes bras, tu sais pas ce qu'il va te dire. En fait, c'était pour moi, fallait décrypter un petit peu le langage du bébé. Comment savoir si le bébé il a besoin de ça ou ça, s'il a mal au ventre. Comment tu sais que le bébé il a mal au ventre ou à la tête ou c'est pas au pied ou autre. En fait, c'était plein de questionnements comme ça qui étaient pour moi logiques. Parce qu'un humain, tu lui demandes il a mal quelque part, il sait te le dire. Mais un petit être qui sait pas s'exprimer ou te parler, moi j'avais peur de ça en fait. Je me dis de ne pas être capable de comprendre mon bébé, de comprendre son langage, et du coup c'était très compliqué pour moi tout ça. Puis Lorena arrive, je me rappelle, en plus on n'avait pas voulu savoir le sexe. Ouais. Je sais pas quelle folie, mais on n'avait pas voulu savoir le sexe. C'est piqué par quoi. Et en fait le médecin il donne Lorena, quand Lorena elle sort, et en fait il me donne Lorena pour que je te le donne, je te le pose sur le ventre. Et quand je prends Lorena dans les bras, je m'en rappelle très bien, je l'incline comme ça, et je te regarde, je fais « Chérie, c'est une fille !» J'étais tellement choqué. Ouais, je m'en rappelle. J'étais tellement choqué déjà. Moi, dans ma tête, je pensais que ça allait être un gars, parce qu'on n'avait pas voulu savoir le sexe. Puis c'est une fille qui arrive. Je dis « Oh, ma petite princesse !» Dans ma tête, j'étais vraiment comme ça. Ouais. Puis à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi, mais même émotionnellement, j'arrivais pas à... C'était beaucoup. C'était beaucoup, en fait. J'arrivais pas à vivre la grossesse comme il faut, parce que je faisais plein de blagues. L'accouchement, je veux dire. Je faisais plein de blagues, parce que moi, quand j'étais stressé, je faisais beaucoup de blagues pour me détendre. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé, c'est vrai. C'est un petit peu ma petite signature, on va dire. C'est vrai. Mais je mettrai quelques vidéos, d'ailleurs, j'avais fait je me rappelle très bien. Tu les as encore? Bah oui, je les ai encore. Les vidéos de Lorena quand elle était... l'accouchement, on était allé partir acheter une pizza à Chambéry, je me rappelle, et tout. Alors là, essaye de m'accoucher. Vas-y, fais genre. Tu es la bonne homme là. Là, tu souffres, hein? Non. Hein? De quoi tu parles? Je viens d'arriver à l'hôpital, je fais genre, mec, ma femme va accoucher, c'est maintenant. C'est maintenant que le bébé il arrive. Monte ton ventre. Non. Monte ton ventre, je dis. Oh, 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 je vais être papa. Oh, oh, Dougie. Oh, 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 oh. Voilà, avec tes chaussures qui s'allument dans le noir là. Viens, c'est bon, ok, j'arrête, promis. Viens, regardez comment elle douille. Oh non, je vais pas grandir, même quand je vais être daron. Hein? Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Je vais casser ton téléphone. Fais-moi un bisou et j'arrête. Tu me fais un bisou et j'arrête. Tu me fais un bisou? Hein? J'arrête pas.
C'est parti. Accueil des urgences du feu. Arrête avec le flash. Ah non. Bisous. Alors il est 2h, 2h30, j'ai pu dormir 1h30 seulement. Et là je vais chercher les affaires du bébé dans la voiture. Et ils sont en train de lui installer, comment dire, la péridurale. Et je pense que ça va être pour aujourd'hui. Non, attends, arrête de filmer. Regarde, je te jure. Seigneur. Seigneur Jésus. Quoi? Bah, regarde ce qu'elle fait. Elle fait quoi? Mais moi, je me rappelle par contre que t'as pleuré. C'était 3 jours après. Quand Lorena t'a regardé dans les Non, yeux. c'était pas 3 jours après. C'est quand t'es sorti au bout de 5 jours de la... 5 jours. De l'hôpital, c'est vrai. Et en fait, quand Océane, chérie, je me rappelle quand t'es sorti de l'hôpital, moi j'avais peur de, justement, j'avais peur de me retrouver genre, bon bah ok, maintenant ça y est, ça commence. Ils nous ont donné plein d'informations, comment changer bébé, tout ça. Moi j'avais trop peur de, même à l'hôpital, de toucher son nombril parce que justement, le cordon ombilical et tout, j'avais trop peur. J'avais trop peur et tout. Elle était tellement petite, j'avais peur de la casser ou de pas savoir faire. Du coup, là, je me dis, bon, bah, ok, ça y est. Et je voulais pas rentrer tout de suite à la maison. Quand t'es sorti de l'hôpital, on est allé au bord du lac, je me rappelle. On est allé au bord du lac, on s'est posé. On avait Lorena, et je prends Lorena dans mes bras. Et à ce moment-là, j'ai un peu un moment où je suis vraiment tout seul avec elle. Toi, t'étais un peu en retrait. Et je la regarde dans les yeux et bah, mes larmes ils montent en fait. Et à ce moment-là, je craque et je pleure. Je pleure. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un, c'est très difficile. En fait, je peux être affecté émotionnellement par quelque chose, par une situation. Sans forcément pleurer. Mais sans forcément pleurer. Parce que j'ai tellement eu droit à des phrases du style « un homme, ça pleure pas que, ok, pleurer, c'est pas nécessaire pour moi. Tu peux être affecté sans être obligé de pleurer. » Et du coup, j'étais en mode waouh, c'est rare que je pleure en fait. Pour que je pleure vraiment, c'est que non seulement ça m'a touché, mais ça a touché une corde auquel, voilà. Faut vraiment y aller pour me faire pleurer, on va dire. Et de là, moi, je commence pour la première fois ma vie de papa avec toi. Vas-y. Ensuite, du coup, après Lorena, je vais retomber enceinte très peu de temps après. Et là, pour toi, c'est trop. Pour moi, c'était trop, ouais. Ouais. Et on était en train de préparer le mariage, etc. Et donc, du coup, tu me dis non, c'est pas possible. C'est encore une fois le même ultimatum. C'est soit le mariage, soit la grossesse. Et donc, du coup, je choisis le mariage. Et donc, du coup, je vais réavorter encore une fois, pour la 3e fois. Donc là, j'ai à peine 20 ans. Ouais, à peine 20 ans. J'ai déjà 3 avortements, une fausse couche et un bébé. Donc ça fait beaucoup, mais mon envie d'avoir une famille continue. On va se marier. Une grande famille, tu veux dire. Une grande famille. Parce qu'on était déjà une famille avec Lorena. Oui, c'est vrai, mais une grande famille. Et en fait, on va se marier et je sais plus comment c'est venu, mais on est venu à parler un peu de tous ces avortements qu'on avait fait, cette fausse couche, etc. Et tu me dis que plus jamais on connaîtra ça, que c'était une erreur, que c'était pas la volonté de Dieu. Et que tu me demandais pardon en fait à ce moment-là pour toutes ces choses-là. Et je vais tomber enceinte de Elon 2 ans après, donc 3 ans d'écart avec Lorena. On va où Lorena? Au l'hôpital. Non, c'est à l'hôpital. À l'hôpital. Pour qui? Pour maman. Comme ça, mon petit frère qui peut venir. Et ouais. Et ça va être trop génial. Ouais. Et Lorena, maman, elle doit faire comment pour que le bébé sorte? Tu pousses. Maman doit faire comment? Hein? Tu pousses.
Et doit pousser fort? Ouais, mais tout ça. Ok. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Ensuite, je vais tomber enceinte de Maoni. Non, j'ai fait une grossesse extra-utérine entre Maoni et Elon. Et ensuite, je vais accoucher d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est le bébé de la rédemption. Hein, c'était le bébé après la tempête. Après la tempête, c'est notre plus beau cadeau. Alors qu'humainement, c'était impossible que tu viennes sans Jésus. Lui, il savait que tu devais être là, à ce moment-là. Et pour nous, on est au complet. On est une famille complète, la famille va bien, on se sent au complet. On nous a quand même dit 2-3 fois, mais vous avez demandé à Jésus si vous êtes vraiment complet, on vous voit bien avec un 5e, je crois qu'on l'a jamais autant entendu. Oui, c'est vrai, ça résonnait tellement. Même, je me rappelle une fois, Sandra, on était à Isaïe 61, et Sandra, notre pasteur, elle nous disait, en fait, des fois, demandez à Dieu s'il est OK avec le nombre que vous êtes dans votre famille. Ouais, et moi j'ai esquivé un peu cette question. Moi pareil, je dis oh non mais moi c'est bon. Voilà. J'avais eu la voiture de mes rêves, ça a duré 1 an et demi. J'étais obligé de la revendre pour prendre une 5008. Pour moi, j'avais déjà assez sacrifié, assez donné. Ce fameux verset qui disait de se reproduire. Non, c'est multipliez-vous. On disait qu'on s'était multiplié. 2 fois 2, 4. C'était tout bon. Voilà. Et puis en fait, c'est vrai qu'on a quand même... Enfin, normalement, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent à une famille qui a déjà 4 enfants. Bah oui. Normalement, on n'ose pas trop parler de ce sujet-là, mais nous, on a quand même... Sachant qu'on est jeunes, surtout. On est jeunes. Mais je crois qu'on n'a jamais autant entendu, que ce soit même de ta famille, que de l'église, que de nos amis, que de notre entourage dans sa globalité. Non mais vous, c'est sûr que vous allez avoir un 5e. Mais tellement on me le disait, quand on était quelque part avec les enfants, j'avais ce sentiment genre qu'il nous en manquait un. Je dis bah non, il nous en manque pas, on est 4, on est au complet. Ouais. Je dis mais en fait moi je suis en train de délirer là. Et je continuais. Et même des fois ils me disaient mais il vous en manque pas un? Je me rappelle même une fois, il y avait Jade qui nous avait dit ah mais moi je pensais que vous avez 5 enfants. Ouais, elle nous avait confondu avec Winton. Et alors que non, en fait, il y avait plein de gens qui nous voyaient comme pas complets. Et puis moi, de plus en plus, quand je comptais les enfants, dès qu'on allait quelque part, on allait jouer au parc, ou je checkais pour voir qu'on avait tous les enfants, bah, mais oui, mais c'est bon, il y a tous les enfants qui sont là, pourquoi je croyais qu'il y en avait un qui manquait? Et c'était très fréquent. Puis... Moi, je reprends le travail. Donc, on a un rythme bien organisé. On a un rythme super bien organisé. Bon, à côté, on a notre entreprise. Moi, je reprends un travail parce que l'hiver, c'est sûr que notre entreprise, c'est plus de l'événementiel, photographe, vidéaste. On travaille plus l'été que l'hiver. Enfin, surtout moi. Toi, tu arrives à tout combler, mais moi, c'est vrai que c'était encore un peu dur l'hiver. Donc, du coup, je reprends un travail. Je suis aide-soignante, c'est un métier que j'aime. Donc, du coup, bon, bah, ça se passe bien. Je suis contente. Enfin, vraiment... Tout va bien et je commence à avoir un retard de règles. Le mois d'avant, j'avais déjà eu des règles un peu irrégulières. On était en train d'essayer de faire la méthode naturelle. Alors, je rentrerai pas dans cette méthode pour vous expliquer comment faire puisque bah, du coup... Ça a loupé. Ça a loupé parce que je pense qu'il faut vraiment être très régulière et très bien assidue. Il y a plein de super comptes qui en parlent et je pense que ça peut être une super méthode. Mais en tout cas, je suis quand même extrêmement fertile, donc c'est quand même assez... Il faut vraiment être très 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 régulière. Moi, je suis tombée enceinte 2 jours après mes règles. Donc il y avait quand même, je pense, un petit dérèglement hormonal et bah, malheureusement ça fait partie des aléas et donc du coup là je fais un test de grossesse après 3 semaines en me disant non mais elles vont arriver et là je me rends compte que le test est positif. Et donc du coup je te le dis, je te l'annonce pas du tout comme les autres grossesses.
Parce que les autres grossesses, à chaque fois, j'essaye de trouver un truc super trop bien pour lui annoncer, je te filme, etc. Là, je te dis, j'ai fait le test et je suis enceinte. Mais quand tu le dis, parce que je te pose la question quand même, pour que les gens qui nous écoutent, est-ce que tu avais des appréhensions avant, tu le voyais un peu de manière positive ou tu t'es dit, bon, c'est bon, j'ai pas d'appréhension. J'ai pas d'appréhension, mais là, je suis... Seigneur, je comprends pas ton plan. Je suis dans l'incompréhension, je sais pas. Je me dis, mais en fait, je reprends le travail, c'est toi qui me donnes ce travail parce que les portes se sont ouvertes en Suisse, etc. Donc vraiment, je ne comprends pas, c'est quoi ton plan? Je comprends pas. Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, là, moi, je me sentais bien. Et puis, il y a logistiquement parlant, pour la première fois, là, ça me parle. Parce que moi, toutes les autres fois, le logistique, c'était secondaire. La logistique. Pour toutes les autres fois, en fait. Pour toutes les autres fois, la logistique, c'était secondaire. Là, je me dis, mais Seigneur, ça fait 1 an qu'on essaye de déménager. J'aime trop mon appartement, on est trop bien situé, j'aime comment on l'a décoré, comment on l'a agencé, mais il nous manque des chambres. Donc, Seigneur, je comprends pas. Et donc, du coup, je te le dis en étant blasée. Et pas pour la première fois en me réjouissant. Ok, et moi, à ce moment-là, je m'attendais tellement pas. En fait, c'était genre... pour moi, j'étais complet, en fait. Je me sentais déjà complet. Malgré tout, et quand tu me l'annonces, c'est comme un coup de massue que je me prends en fait. Vraiment, et je tombe dans le déni, je te dis, je sais plus comment je te le dis. Non, tu me dis rien. Ouais, je suis silencieux en fait. Tu me dis rien, pendant 1 mois, on n'en parle pas. Pendant 1 mois, d'un que tu essayais d'aborder le sujet, c'est le déni. J'étais très fuyant. Ouais. Parce qu'il y avait cette dualité en moi, où on est, à l'église, on est enseigné justement avec le ministère de Zoa. Par rapport aux avortements, aux fausses couches, aux pertes de grossesse. Qu'on n'est pas aux pertes de grossesse volontaires ou non, toutes ces choses-là. Et là, en fait, on y est quoi. Là, on est vraiment dans ce qu'on partage à l'église en fait. Le ministère qui est à l'église de Zoa, qui concerne la perte volontaire de grossesse ou non. Et là, je me dis, ok. Parce que toi, tu as des pensées à ce moment-là d'avortement. Complètement. J'ai concrètement des pensées d'avortement. Il y a cette dualité qui se joue en moi, puis je me refais tout le film de mon passé. Et tu me le dis pas clairement, mais tu essayes de me le faire comprendre. C'est ça. En fait, tu vas pas me dire, écoute Océane, là, c'est pas possible, je veux pas de cet enfant. Mais j'avais trop honte de te dire ça, en fait. Mais tu me le fais comprendre, et là, je me dis... Et là, en fait, moi... Personnellement, du coup, je shift et je me dis, ok, cette grossesse est contestée. Et vraiment, c'est ce que je me dis, faut que je me batte. Faut que je me batte, faut que j'intercède, faut que je sois dans la prière, faut que je me batte. Et là, la logistique, ça part. On s'en fiche. De toute façon, au départ, bébé, il sera avec nous. On s'en fiche. C'est pas le plus important. Et là, je me dis... Tu te mets en mode guerrière, tu pries et tout. Ouais. Tu pries. Et puis moi, ça me rangeait en fait. Ça me rangeait vraiment de l'intérieur. Où j'essayais de faire bonne figure, puis je vais voir, et je saurais même pas te dire, je pense que c'est vraiment conduit par Dieu, et je vais voir Meraoui, et en fait je partage à Meraoui, je dis écoute frérot, je passe par un moment qui est compliqué, et je trouve que c'est important en fait, nous les hommes, moi j'étais pas quelqu'un, avant je vivais mon épreuve, après je le partageais à mes gars à côté de moi, mais des fois en fait, le fait de le partager avec un frère sûr, un meilleur ami, quelqu'un sur qui tu sais que tu peux réellement compter, et j'ai beaucoup aimé parce que quand je lui ai partagé, il m'a tout de suite dit je te comprends, je suis déjà passé par là, et il a eu des mots hyper justes, il était hyper content pour moi, mais il me poussait vraiment à célébrer la vie. Mais à ce moment-là, je lui disais, j'ai pas réellement dit que t'avais des mauvaises pensées. Que j'avais des mauvaises pensées d'avortement. Et on fait Ésaïe 61 la pratique.
En février 61 Il y après. a, je crois, un mois qui se... Il y a un mois en plus qui se déroule. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je sais que Dieu doit te parler. Je sais pas comment, mais je sais que Dieu doit te parler. Et je prie vraiment. On est en train de faire une activation et je dis, mais Seigneur, mais parle. Déjà, on devait y aller. C'était. Oui. Et j'avais pas envie. Et comme par hasard, J'avais pas envie. on parle de sujets de, justement, des pertes de grossesse volontaires ou non. Et c'était. L'importance de la vie. L'importance de la vie. Et en plus de ça, en fait, je me rappelle, Sandra, elle partageait de ce sujet-là, d'un cas similaire, Ouais. qui était arrivé dans l'église et quelqu'un qui était déjà bien ancré. Et du coup, moi, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, je me sens concerné. En fait, j'ai l'impression qu'elle parlait de moi, alors que c'était d'une femme qu'elle parlait. Je me dis, mais purée, en fait, c'est ça. Ça me travaillait, mais voilà. Ok. Puis, Et moi, je prie. Lucienne était en train de prier. Et Et là, là, en fait, c'était une activation. Ouais. Il y a une activation, donc juste après, donc c'était non, c'était pas la pratique, c'était l'enseignement. Donc après l'enseignement, des fois, il y a quand même des petites activations. Et là, elle fait une activation. Je me rappelle, elle dit, les intercesseurs, allez-y, les équipes de prière, allez-y, levez-vous, allez voir les personnes à qui ça bloque, etc. Et moi, je lève les yeux pour regarder qu'est-ce que tu fais. Et je me rappelle, tu es en train de jouer à ton jeu. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est quand qu'il va se réveiller là? C'est pour lui, bon sang! en fait, à ce moment-là, moi, comment je le vis, en fait, c'est que je suis clairement dans la fuite. Ouais. Je suis clairement dans la fuite parce que je sais que si j'y vais, ça va trop me stretcher et Dieu va me parler, en fait. Et je voulais comme me cacher de la face de Dieu, en fait. Je voulais comme me cacher de la face de Dieu, me cacher de tout ça, me faire tout petit, limite disparaître, en fait. Et là, ça sonne à la maison. Et en fait, on a oublié de le dire, mais moi j'avais tellement compris, alors tu me l'avais pas dit clairement, mais je l'avais tellement compris, et puis il y avait un poids qui était là, que j'avais pris rendez-vous, j'avais été à la maternité, et je me suis rendue dans le service orthogénie pour prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, je vois une jeune fille qui pleure, qui est avec sa maman, etc. Et je dis qu'il y a d'autres solutions, et je dis qu'il ne faut pas avorter. Et la dame prend sa fille, elle dit, c'est vrai, t'as raison, on part, on va trouver d'autres solutions. Toi, tu y vas pour prendre rendez-vous, Ouais, pour le même sujet, ouais, mais par contre, tu dis aux autres de ne pas le faire. ouais. Et en fait, je savais que j'allais pas le faire. C'est vrai. Mais c'est fou quand même, parce Ouais. que tu t'y rends sachant que tu vas pas le faire. Ouais. Je prie pour cet endroit. Vraiment, et je l'ai dit à personne pratiquement que j'ai été là-bas. Je l'ai dit juste à Sandra et à Wintana, mais vraiment, je vais à cet endroit et en plus de ça, je vois aussi une personne de l'église. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. On est dans une église qui parle de ce sujet, et puis moi, qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, bon, ok, non, mais je vais pas prendre ce rendez-vous. Non, mais si, parce que peut-être que ça va remettre de la zizanie dans ton couple. C'est pas le moment. Et je suis vraiment mélangée aussi. Et je sais que je serais pas allée jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment dû me pardonner et demander pardon juste d'avoir fait ce rendez-vous, d'avoir voulu prendre ce rendez-vous. Et en plus, surtout que Wintana, elle rêve. Et en fait, ce jour-là, je suis dans la salle d'attente pour prendre le rendez-vous parce que tu n'arrives pas comme ça. Et elle m'appelle en pleurs et elle me dit, Océane, je t'en supplie, ne me dis pas que tu es à l'hôpital. C'est fou, ça. Ouais. Et donc, du coup, il y a l'activation. Je crie à Dieu, je dis, Seigneur, tu dois le réveiller. Seigneur, tu peux pas laisser mon mari agir comme ça, c'est pas possible, il doit se réveiller, c'est lui là qui... C'est pas possible. Et je ferme les yeux, et je dis, Seigneur, je lâche tout, je te laisse faire. Et là, toc toc. Ça sonne. Ça sonne pas, ça toc toc toc. Ça toc. Ouais. Et je vais ouvrir, c'était Meraoui qui était là. Ouais. Et Meraoui, c'est vraiment un frère d'armes en fait. Parce que quand il vient, j'ouvre la porte, je dis, ah salut, qu'est-ce que tu fais là et tout. Il dit, je sentais qu'il fallait que je passe et tout. Je suis ok, il rentre. On va se poser dans le jardin. Et en fait, c'est comme s'il sentait ou il savait ce que je vivais au fond de moi en fait. Ouais, il est utilisé par Dieu en fait. À ce Mais moment. clairement en fait.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, il n'a pas eu besoin de me dire t'es en train de pécher ou t'es en train de faire une grosse bêtise. Si genre, il n'a pas besoin de me dire c'est mal, je connais le mal. Mais il a eu juste des mots hyper justes et profonds où il n'y avait pas de jugement, mais il y avait ce truc-là de faut célébrer la vie. Tout ça est contesté. Il a vraiment été utilisé par Dieu en fait. Les mots étaient tellement justes, pointueux et profonds que moi ça m'a bouleversé. Et il part. Tu me fais asseoir et tu me dis oublie tous les trucs d'avortement ou je ne sais quoi. Et je te demande pardon. Pas. Hein? Et je te demande pardon. Et tu n'avortes pas, tu n'avorteras plus, on l'avait dit, et ne pense même pas à cette hypothèse. En fait, tu ne me l'avais pas clairement dit avant, mais là, tu mets clairement les mots et tu dis c'est non. Tu prends position. Et ouais, c'est ça qui s'est passé en fait. Et parce que je me rappelle qu'on avait eu une discussion après justement, où à ce moment-là, quand Mirabeau est parti, et on parlait de tout ça. Et moi, je me dis, ok, bon ben, mon Dieu, je te fais confiance. Ça fait 1 an qu'on essaie de déménager. On n'a toujours pas déménagé pendant qu'on fait cette vidéo-là. Mais c'est un défi, c'est un challenge. Et du coup, en fait, à ce moment-là, on prend cette décision d'accueillir cet enfant. Moi, je demande pardon à mon bébé, à moi, d'avoir eu ces pensées aussi. Et puis pour la première fois, ces pensées venaient vraiment de moi. C'était pas des pensées qui étaient influencées par toi. Ces pensées venaient vraiment de moi dans le sens où je me suis dit ah non mais c'est pas possible que ça vienne mettre de la zizanie dans ma famille. On avait assez pris de coups comme ça voilà, dans notre couple, ouais. Et donc, du coup, alors que tu me dis rien, tu vois, clairement, c'était des suppositions, c'était des phrases, c'était des petits trucs, mais il n'y avait rien de concret. Tu m'as pas dit, Océane va avorter, tu vas à l'hôpital et tu vas avorter. Mais en même temps, c'était difficile. C'était difficile, l'atmosphère était difficile, il y avait quand même quelque chose qui pesait. Et donc du coup, voilà. Mais comment faire concrètement pour accueillir la vie quand c'est pas prévu? On sait que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est challengeant, ça va être un défi. Il y a tout de suite, en tant qu'homme, l'aspect financier qui va retentir, l'aspect logistique. Pour certains, ça va être, on a une voiture, on n'a pas assez de place dans la voiture. Nous, on avait de la place. Nous, on avait une place en plus, on avait une voiture 7 places. C'est pas faire comme nous, pas faire un déni. Faut pas être dans le déni, vraiment, c'est à ce moment-là que, justement, il faut plus ouvrir le dialogue, je dirais. Il faut plus ouvrir le dialogue, ouvrir la communication. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on en parle. C'est parce que nos erreurs, s'ils peuvent être transformés en nos erreurs, ça n'a pas fini en erreur, mais ce qui aurait pu permettre une erreur, en fait, ça nous permet que vous, ça ne soit pas une erreur. Complètement. Il y a cette phrase-là il y a ce verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est une réalité, en fait. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que dans notre couple, ça va très bien. Ça allait très bien. Puis cette nouvelle vient un petit peu nous stretcher, vient un peu bouleverser notre vie, notre petit cocon, notre guérison, notre cheminement. Ça vient un peu tout secouer. Puis là, on dit, ok, d'accord. Comment on fait? Je remercie mon Dieu parce que il a permis que déjà dans notre entourage, on a des personnes qui sont très bienveillants avec nous, aussi bien nos leaders, nos pasteurs, que moi mes amis que j'ai, et aussi toi tes amis que tu as. C'est pas des personnes qui vont aller dans notre sens pour nous faire plaisir, mais qui vont toujours nous parler dans la vérité et dans l'amour, sans chercher à être de notre côté, mais nous parler par rapport aux valeurs qu'on partage en commun, qui est Dieu en fait. Et ça c'est important d'avoir des amis comme ça qui font pas en fonction de vos humeurs ou de ci ou de ça. Et ça aide en fait dans l'épreuve. Et nous ça nous a clairement aidé, moi d'avoir
Merabi comme frérot à côté de moi, ça m'a beaucoup aidé dans... Bon, moi, à ce moment-là, c'est toujours le même combat et le même challenge de dire les choses. J'en ai pas parlé. Un tout petit peu à Wintana. Mais c'était des petites brèves et puis c'était surtout par rapport à ce qu'elle avait entendu de toi, etc. Comment toi tu le vis, c'est pas très facile. Mais elle voyait que c'était aussi compliqué et je pense que c'est pour ça aussi que Dieu lui a parlé et lui a fait rêver que c'était vraiment difficile et qu'il fallait qu'elle prie, là, qu'elle intercède. Mais et il y a toujours des sœurs de prière dans vos amis. Et il y a des Wintana. Ouais, c'est clair. Dans vos vies. C'est important, non mais vraiment. Puis moi j'avais aussi Darlene qui était derrière moi, qui m'envoyait des messages, je sens que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, etc. Il y avait vraiment tout un petit tas de personnes de mon entourage proche qui étaient quand même là et qui voyaient que, ils commençaient à me connaître, quoi. Parce que quand j'envoie pas trop de messages, c'est que... Ça va pas trop. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais après, mais oui, être entouré, ne pas laisser place au déni ni à une non-communication, en parler, aller crever l'abcès, clairement. On y va, ouais, ok, cette grossesse, elle n'est pas prévue, mais regarde, on va faire comme ça, il y a comme ça, et puis on va prier. On va mais c'est vrai, en fait, on va prier ensemble. En fait, moi, ce que ça m'a appris aussi, c'est que, aussi bien que, tu vois, nous, tous les deux, on était beaucoup dans la communication, où on dit les choses. Mais là, en fait, face à cette épreuve-là, tu as comme des anciens mécanismes, en fait. On a fait un déni, non, on n'en parle pas. En fait, tu as comme des anciens mécanismes qui reviennent, en fait. Et pourtant, normalement, moi, je viens tout le temps... Et pourtant, on communique, ouais. Et puis moi, souvent, je viens... on peut parler de ça, il y a un truc qui va pas. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris un temps de qualité tous les deux, chérie. C'est vrai que ça, c'est ma phrase. Mais là, c'est comme si... Et c'est pour ça que j'ai dû me pardonner aussi. C'est comme si que, moi... J'ai dit ok, c'est bon, je vais me battre, mais en même temps au fond de moi, mais Seigneur, comment on va faire quand même. Enfin, tu vois, il y avait cette dualité. J'ai demandé pardon aussi parce que il y avait ce truc-là d'homme fuyant, de ce côté un peu lâche qui venait me chercher aussi un peu. On était tous les deux des lâches à ce moment-là. Clairement. Et ça montre qu'on n'est pas parfait et que on est encore en chemine sur certaines choses. Des fois, il y a certaines choses qui remontent à la surface, sur lequel on doit encore travailler et c'est comme ça en fait. Ouais. Et d'ailleurs, juste avant la vidéo, j'étais en appel avec une amie qui me dit mais vous allez déjà en parler, c'est pas trop frais pour vous, vous vous sentez prêt de le faire et en fait, ouais. Enfin, vraiment, c'était, il y a eu vraiment un shift qui s'est passé dès qu'on a pu en parler. Et ça confirme encore une phrase. Dieu travaille avec ce qui est mis en lumière. Ouais. Et ça, c'est une réalité en fait. Vraiment. À chaque fois qu'on a réellement mis les choses en lumière, mais, en fait, c'est des phrases qu'on connaît déjà. C'est des réalités qu'on a pris pour habitude de le faire. Mais quand il y a un imprévu qui ne fait pas partie de ton quotidien qui arrive, quels sont tes mécanismes, quels sont tes réflexes? Et même si tu as des anciens réflexes qui reviennent, comment faire pour faire face à ça? Faut prier, faut aller à l'encontre de ça, même si tu n'as pas envie, même si tu n'aimes pas, prie, parce que si tu pries, en fait, si toi tu n'as pas le courage, Dieu va utiliser les amis que tu as autour de toi, les personnes qui sont autour de toi qui te permettent de grandir spirituellement aussi avec eux, qui te permettent de grandir dans les relations. Dieu va utiliser ces personnes-là. Et puis c'est clairement un mensonge de croire que l'avortement va être la solution pour échapper au problème. Complètement. C'est pas la solution. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, ça va t'apporter encore plus de douleur, parce que il y a un deuil derrière à faire, et puis comme on fait pas ce deuil parce qu'on veut vite passer à autre chose, on entasse sous le tapis jusqu'au moment où ça revient et que ça explose. Donc c'est juste, tout ça c'est des mensonges, et si c'est trop tard et si c'est déjà fait, c'est jamais trop tard pour faire le deuil, c'est jamais trop tard pour faire le deuil de cet enfant et puis voilà, d'aller de l'avant. Mais Dieu répare, Dieu restaure, Dieu guérit. Amen. Mais si on peut éviter, voilà. on évite pourtant, à tout prix. Ce qui est étonnant, je tiens à rajouter aussi, c'est que tous les deux, on partage les mêmes valeurs. On est un couple qui sommes dans la communication. Et ça montre aussi qu'en fait, on n'est pas aussi à l'abri des choses auxquelles on ne pensait pas. Exactement.
Donc, à plus forte raison, vraiment, si vous n'êtes pas un couple qui est aligné sur la même longueur d'onde, de base, c'est quand même plus compliqué. Vous pouvez même être aligné comme nous on l'était, et ça a une complication. Et je remercie Dieu, parce qu'il a permis qu'on brise ce mensonge-là, que la vie ne pouvait pas être célébrée dans notre famille. Ouais, et puis encore une fois, en fait, c'est Dieu notre pourvoyeur. Exactement. C'est vrai que tu pourvois à nos besoins, mais avant tout, c'est Dieu. Exactement. Qui pourvoit à travers toi. Mais... Maintenant, je lâche les armes. Moi, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire que je fais rien. C'est ça. Dieu me demande de faire ma part. Je fais ma part et je lui fais confiance. Ouais, c'est ça. Et être attentif au Saint-Esprit, toujours à l'écoute. Exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, s'il y a une grossesse qui arrive et que c'est une surprise, essayez de l'accueillir malgré tout. J'espère que cette vidéo vous a parlé et que ceux qui se sentent concernés, ne restez pas seuls dans votre coin, pensant que vous allez vous sentir incompris ou toutes ces choses-là. Ouvrez la discussion autour de vous, pas n'importe qui. Il y a des personnes de confiance qui ne vont pas vous juger, qui vont vous parler avec amour, qui vont avoir les mots justes avec vous. Et faites confiance à l'Esprit de Dieu qui est en vous, pour vous conduire dans vos choix, dans vos décisions. Mais en tout cas, célébrez toujours la vie. Et si jamais